Je vais vous parler d'un projet, c'est le tout début. Alors c'est une conséquence en fait du troisième plan autisme. Le troisième plan autisme a décidé aussi de développer l'activité dépistage précoce de l'autisme. Alors dépistage précoce pour moi ça veut dire 0 mois à 36 mois, c'est-à-dire voir des enfants avant 3 ans. Et quand on dit dépistage précoce au sens du troisième plan autisme, c'est d'essayer d'être avant 6 ou 7 ans. Donc c'est sûr que il y a un retard sur le dépistage précoce. Je crois qu'aujourd'hui, ce que dit Florent Chapelle, je crois que le diagnostic autour de 6-7 ans. Voilà. Et dans l'hôpital où je travaille, on essaie de voir des enfants à risque, c'est-à-dire qui ne sont pas encore malades et qui risquent de le devenir. Et donc, dans tout cas, moi, c'est toujours ma même thématique, c'est le travail que je mène avec Thomas, c'est essayer de comprendre en fait les relations entre les aspects génétiques et le parcours des patients et la clinique des patients. Et donc la question qu'on se pose toujours, c'est quelles sont les relations donc, entre l'expression des patients et, encore une fois, le fond génétique. C'est le travail que je mène à Pasteur. Et une question, lorsqu'on voit les facteurs génétiques, c'est la petite rosace que vous avez montré, Thomas, avec les 250 gènes qu'on a identifiés. Mais c'est qu'est-ce qui pourrait expliquer pourquoi 10% des patients qui sont sévères à 3 ans, c'est la petite courbe en rouge, pourquoi eux, 13 ans après, enfin pas loin de 13 ans après, 10 ans après, ils vont à une amélioration très très majeure de leur capacité de communication. Donc c'est cette courbe-là. Ça, c'est les capacités d'un patient qui, vous voyez, est extrêmement... en fait, plusieurs patients, c'est 10% environ des patients qui ont des difficultés majeures de la communication sociale à 3 ans et qui vont avoir des courbes d'amélioration incroyables. Et c'est la même chose sur la dimension sociale. On appelle ça les bloomers dans le papier, mais c'est un vrai mystère. On ne comprend pas les substrats biologiques de ça, on ne comprend pas les substrats cliniques de ça. C'est une étude californienne assez ancienne, qui est, je crois, la publication c'est 2013, donc vous voyez, 10 ans de suivi de 3500 sujets. Donc c'est vraiment un énorme travail. Et donc c'est un mystère, et je pense que c'est un mystère majeur. C'est comment on pourrait être 90, voire 100% des gens, soit en rouge, et pas dans les autres stratégies. Il y a très peu de facteurs qui étaient compréhensibles. Le statut socio-économique de la maman était un facteur majeur, mais c'était un des seuls facteurs d'amélioration. Mais le substrat biologique, les explications fortes de ça, on ne les comprend pas. Et puis quand on regarde les gènes, donc ça c'est le travail de Thomas, mais si on regarde comment ils fonctionnent ces gènes, ça c'est la naissance, et ça c'est le parcours de vie d'un gène. Donc il commence un peu à s'exprimer au tout début de la conception du bébé, puis il monte son activité. L'idée qu'on en a, encore une fois, quand on voit que les symptômes apparaissent vers 2-3 ans, mais on se dit, mais est-ce que le gène, lui, il se met aussi à fonctionner à 2-3 ans? Ben non, ça, les gènes sur lesquels on étudie, les gènes qui sont impliqués dans l'autisme, il y a fait longtemps qu'ils commencent à travailler, et que s'ils sont altérés, ben, il y a quelque chose qui se passe, bien avant ça. Et donc ça aussi, c'est une question qu'on se pose dans le quotidien. Ok, on a découvert des anomalies, mais pourquoi on est malade et pourquoi à 3 ans, pas avant? Et en plus, on comprend encore moins bien quand ces gènes ils sont déjà à pleine activité depuis la conception. Et donc effectivement, ben, pour essayer de comprendre ces relations entre les gènes qu'on identifie dans le laboratoire et puis ben, on essaie de voir des enfants qui sont malades de plus en plus précocement. Là, c'est un petit garçon qui est venu à l'hôpital Robert Debré. Et puis, on essaie, c'est une ADOS, c'est-à-dire c'est un instrument d'évaluation du diagnostic d'autisme. Donc là, c'est très très précoce, il a 14 mois, et on essaie de voir un peu les interactions. On ne juge pas de la compétence, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de faire de l'action, mais est-ce qu'il est capable d'interagir, comment il interagit, quels sont le niveau d'interaction entre l'interlocutrice, ici c'est l'éducateur, je pense que plein de gens l'ont rencontré lorsqu'ils viennent à Robert Debré pour les hospitalisations, et puis un petit bébé, et voir quels sont les processus. Et donc, pour essayer de comprendre l'autisme, effectivement, c'est pas juste d'avoir une idée biologique, mais quand est-ce que commencent les symptômes? Alors, quand on interroge les familles, souvent, les symptômes, ils apparaissent autour de 15 mois, mais on a une variante importante. Certains parents rapportent des symptômes qui étaient présents depuis la naissance. Et puis, d'autres parents, eux, constatent en fait qu'il n'y avait aucun symptôme, et on voit ça sur les dates d'anniversaire, sur les histoires, sur les films d'anniversaire, et les symptômes apparaissent beaucoup plus tardivement, comme une régression des acquisitions, parfois vers 24 mois. Mais c'est un enjeu majeur de comprendre l'âge de début du trouble. C'est théorique ce que je vais vous raconter, mais je crois que c'est vraiment un enjeu de compréhension, et c'est par rapport à la courbe que je vous présentais précédemment. Si on considère que l'enfant va évoluer vers les troubles du spectre autistique, ça, c'est un sujet qui ne va pas évoluer du tout. Donc, lui, il a une carte de développement normale. Et puis ça, c'est un enfant qui va progressivement faire développer son risque. Et puis, il va avoir progressivement des symptômes autistiques. Et l'enjeu qu'on a, c'est de la compréhension de quels sont les substrats qui fait que, certes, on a des risques, et on commence à les identifier, mais comment on peut essayer de faire infléchir cette courbe et faire que l'enfant
ne va pas faire apparaître ces symptômes. Ça, c'est un enjeu majeur de la compréhension des mécanismes biologiques associés à l'autisme. Et une manière d'essayer d'avancer sur ça, c'est essayer de surveiller, d'être attentif à l'émergence de ces symptômes dans des populations qu'on appelle les populations à risque. Quand je crois que vous le savez tous, quand on a déjà un enfant qui a un trouble du spectre autistique, ben, on a un risque très très fort d'avoir un deuxième enfant. Et environ à peu près un quart, un cinquième des enfants de la fratrie vont être atteints. Alors quand je dis atteints, ça peut être aussi, là encore une fois, certains vont avoir des formes équivalentes, c'est-à-dire de la même sévérité, puis d'autres, pour encore une fois des choses qu'on ne comprend pas, pourquoi certains vont avoir des symptômes très ténus et d'autres très, très marqués. Et puis si on regarde l'ensemble du spectre, certains vont avoir des hyperactivités, d'autres vont avoir des déficits de la flexibilité cognitive. Donc voilà, c'est ça le travail qu'on essaie de faire, c'est essayer de voir dans ces fratries à risque, et en particulier on sait qu'à peu près un quart des enfants, un cinquième des enfants qu'on va surveiller vont développer des symptômes. Et donc c'est ça qu'on essaie de mener. Et bien évidemment, il faut aussi, pour voir si ce qu'on trouve est spécifique à l'autisme, ben on voit aussi des enfants qui n'ont pas de risque, tout au moins pas plus que dans la population générale. Oups. Donc c'est un travail qui est en collaboration. Donc Thomas, il est PI d'un projet un projet européen qui s'appelle EUMS, qui est un projet qui réunit beaucoup de groupes, mais plutôt des groupes anglais. Et puis, on collabore déjà avec eux. Une partie des choses que l'on fait avec Marion est déjà un travail de collaboration avec cette cohorte EUMS. Puis, il y aura un deuxième projet EUMS 2 où on va participer. Et c'est vraiment hyper important, encore une fois, que la France puisse participer à des projets de ce type-là, parce que non seulement on amène des connaissances scientifiques, mais aussi on amène une expérience clinique majeure pour les familles et la capacité. Donc notre stratégie, c'est on suit les mamans qui ont un bébé, qui sont enceintes et qui ont déjà un enfant autiste, et puis on surveille à 5 mois, à 10 mois, à 14 mois, dont on sait que c'est une période charnière pour l'émergence des symptômes. Qu'est-ce qui se passe dans cette période-là ? Alors les choses sont très préliminaires, ce qu'on essaie de faire, mais en tout cas, par contre, ce qui n'est pas préliminaire, c'est déjà d'améliorer la connaissance. Et donc quand on commence à Robert Debré à essayer de voir des bébés à risque, c'est aussi qu'on apprend à tous les pédopsychiatres qui passent chez nous, qu'est-ce que c'est que la communication verbale chez un enfant, est-ce qu'elle existe à 2 mois, à 6 mois, et donc développer des projets de recherche, c'est aussi développer l'émergence des connaissances. Et donc, là, encore une fois, on apprend qu'est-ce que c'est que la psychiatrie du bébé. Jusqu'à maintenant, il y a certaines personnes qui se targuent de bien connaître chez les psychiatres la psychiatrie du bébé, mais c'est vraiment quelque chose que moi, par exemple, j'ai jamais eu d'enseigner pendant toutes mes études. Et en fait, pour moi, la psychiatrie, ça commençait à 36 mois, pas avant. Donc là, encore une fois, faire émerger tout ça, c'est vraiment une nouvelle expérience. Ça veut dire aussi voir les neurologues qui connaissent les bébés, voir les gens les néonatologues, les pédiatres. Donc c'est vraiment tout un travail nouveau de connaissances. Et donc, quand la littérature, donc l'émergence des symptômes, donc souvent, le contact oculaire, quand on regarde dans les 12 premiers mois, le contact oculaire, la réponse affective est préservée. Alors là, encore une fois, je vous dis, alors même que l'enfant est porteur parfois de l'anomalie génétique qui va s'exprimer beaucoup plus tard et que cette anomalie génétique est déjà active depuis fort longtemps. Donc on ne comprend pas pourquoi des choses de ce type-là sont encore complètement préservées à la naissance, et même pour la plupart des patients jusqu'à l'âge de 12 mois. Puis après, vers 12 mois, émergent des symptômes de manière, je dirais, la plupart des patients ont des symptômes qui vont émerger. Par exemple, ils vont avoir une réponse limitée à l'apprentissage de leur prénom. Ça, c'est des symptômes qui sont assez forts, peu sensibles, mais dans tous les cas, avec une certaine spécificité des troubles du spectre autistique. Et puis, bien évidemment, tout ce travail, on essaie, là encore une fois, d'évaluer les patients tout au cours de ces différents mois, sur les différents aspects. Et donc, c'est ce travail, en tout cas, qu'on va mener. Donc, ça commence, dans le cas, sur le plan clinique. Et puis, sur le plan de la recherche, on va commencer à faire ce travail-là, sur le plan de l'exploration clinique, tout au cours du développement. Et puis, un certain nombre de stratégies d'exploration non invasive, sur les différents aspects que l'on mène, c'est-à-dire l'électrocéphalogramme, l'imagerie cérébrale, donc ce qui vous a été présenté, tout ça va être progressivement implémenté sur l'exploration du bébé et l'émergence des symptômes. Donc là, c'est l'eye tracking, donc c'est une stratégie, ce que vous a montré le Dr Zala, donc là c'est quelque chose qui est très couramment utilisé. Et c'est un travail qui n'est pas du tout fait par nous, qui est fait par Amy Klein, qui est une sommité dans le domaine aux États-Unis.
Et ça, c'est la courbe de développement, en fait, de fixation du regard du bébé. Et ça, c'est un bébé qui va devenir à risque. Et vous voyez ses compétences à fixer le regard à 2 mois de vie. Et donc, dont on pense que c'est un point important, dans tout cas, de la capacité sociale. Eh ben, elle est meilleure que l'enfant qui va ne pas développer d'autisme. Et on voit une espèce de courbe de régression des compétences du bébé dans la capacité à fixer le regard chez les enfants qui vont avoir un trouble autistique, à la différence des enfants qui vont avoir une évolution normale du développement. Et quand on regarde les courbes sur l'ensemble du processus, donc là par exemple c'est les yeux, et donc on voit en fait la différence maximum entre les patients et les sujets contrôle, elle apparaît à 15 mois. C'est là où on voit l'émergence des symptômes. Sur le plan moteur, sur la capacité à observer le corps, ça pourrait être un test un peu d'évaluation. Ben, on voit, mais là encore une fois c'est vraiment extrêmement préliminaire, c'est qu'on voit que les enfants qui vont devenir avoir un trouble du spectre autistique vont beaucoup plus regarder les parties corporelles plutôt que les autres aspects du corps. Et ça c'est très très précoce. Et puis la capacité, les comportements répétitifs de l'enfant, on voit que là encore une fois la différence majeure va apparaître à 15 mois. Ça aussi c'est des symptômes cliniques qu'en tant que parents on commence à observer. Et puis ils ont regardé non seulement ceux qui évoluaient vers les troubles du spectre autistique et ceux qui n'allaient pas évoluer, mais aussi ils ont regardé progressivement, donc ça c'est la courbe d'involution, c'est-à-dire ils regardaient particulièrement les yeux, puis ils ont progressivement perdu leurs compétences. Et puis ça c'est ceux qui vont avoir un trouble du spectre autistique, qui n'ont pas, mais pas très intense, donc ils ont une courbe intermédiaire. Et puis ça c'est ceux qui commencent à progresser, eux ils ont un frère qui est atteint, mais ils ne vont pas aller vers l'autisme. Et puis ça, c'est ceux qui n'ont pas de frère atteint et qui vont évoluer normalement. Vous voyez qu'il y a comme une espèce de quantité dans la capacité à regarder le regard. Tout ça, dans tout cas, c'est une expérience, c'est juste pour vous montrer, pour vous illustrer l'intérêt, dans tout cas, d'explorer précocement les symptômes des enfants. Alors encore une fois, c'est un intérêt pour nous qui nous intéressons à la biologie, parce qu'effectivement, comprendre pourquoi des compétences sont présentes très initialement et puis régressent, alors que chez d'autres ces compétences vont pas du tout régresser, mais au contraire, encore une fois, s'améliorer, ces compétences vont s'améliorer. Ça laisse entendre, encore une fois, qu'il va y avoir soit des réseaux qui vont être capables de se maturer, alors que chez d'autres, ces réseaux ne vont pas être capables de se maturer. Et donc c'est ça l'approche intégrative, c'est ce qu'on vous a montré avec Thomas tout à l'heure. Comprendre la diversité, c'est comprendre ce qui se passe chez les patients, et c'est pas juste comprendre chez des gens qui sont malades, mais c'est aussi ce qui se passe avant d'être malade, avant que ces symptômes soient émergents. Voilà ce travail qu'on va mener dans les années à venir. Merci.